La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Assurer un deux roues, c'est facile. Assurer un motard, c'est notre histoire. Mutuelle des motards, liberté assurée. Rendez-vous sur mutueldesmotards.fr. Bonjour à tous, on est cette semaine chez Honda, Renneville à Villemomble et on va parler de MotoGP en compagnie de Grégory Leblanc, le recordman des victoires aux 24 heures du Mans. Mais on va aussi parler de perfectionnement à la conduite et on a essayé la nouvelle Honda CB 1000R. Ça va être très intéressant, venez. On est à Villemomble aujourd'hui, du côté du Rincy, tout près de l'ancienne concession Renneville Moto. On est avec Pascal Lenné qui nous accueille. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Et également Pierre Guyot avec nous de Honda, spécialiste du réseau. Pierre, responsable réseau. Tout à fait. Bonjour à tous les deux. Voilà, et avec Eric Sélis également. Salut bonjour Eric. David, bonjour messieurs. Donc Eric, tu connais bien Pascal, de longue date aussi. Tu les connais de longue date, les concessionnaires en fait? Oui, un petit peu. On va pas dire que je suis vieux, mais ça commence à faire un peu d'années. Et puis Pascal, en fait, on s'est côtoyés parce que je traînais sur les circuits et que Pascal, pendant très longtemps, était aussi impliqué dans la course, notamment en endurance, avec le team DAP ou DAP 91. Ça a toujours été le dilemme si on disait DAP ou DAP 91. Mais voilà, donc ça fait un petit moment que je croise la route de Pascal. Toi, Pascal, tu dis DAP, je t'ai entendu. Ouais, alors DAP, pour expliquer de manière claire, ça voulait dire droit au podium. Ah, très bien, on Voilà l'apprend, l'explication. je ne l'ai jamais su, d'accord. Très bien. Non plus, je le découvre, donc voilà. comme quoi, voilà. Droit au il y a droit au podium. but pour certains, et là c'est droit au podium. Bon, en tout cas, vous avez marqué l'histoire de l'endurance. Aujourd'hui, Pascal, tu as déménagé la concession Renneville Moto que tu as reprise il y a 5 ans à peu près. Oui, je l'ai repris en 2012, oui. Voilà, et tu es au Rincy, et aujourd'hui tu es installé à Villemomble depuis quand? Depuis le 1er février de D'accord. cette année. Pourquoi ce déménagement? Parce que j'avais un problème de manque de passage. Et puis on était en face d'une sous-préfecture qui nous amenait quand même pas mal de monde par le fait des cartes grises. Mais comme l'État a décidé de ne plus faire les cartes grises en préfecture. Ah, et de passer par le site ANTS, qui marche, d'ailleurs voilà. marche pas du tout De bien. façon aléatoire. Voilà, de façon tout à fait aléatoire. Donc je me suis dit, nous on vivait un petit peu sur la renommée. Ouais. Mais malheureusement, la renommée, ça ne suffit pas. Il faut aller chercher de nouveaux clients. Et pour pouvoir prendre les nouveaux clients, il faut avoir de la visibilité. Et c'est pour cette raison que mon choix s'est fait sur Villemomble, parce que là, on est sur un axe principal où il passe près de loin de 50 000 voitures jour. Donc c'est bouché pratiquement tous les jours. Tu les comptes un peu? Oui, je me suis amusé à les compter une fois, Ouais. mais j'ai arrêté, là. J'ai abandonné. Là. D'accord. Et donc, là, la raison principale. Et puis, la deuxième raison aussi, c'est qu'on est obligé, par le fait de Honda France, de mettre nos concessions aux normes. Ouais. On avait un délai jusqu'à fin 2018 qui obligeait à tout refaire. Donc, quitte à faire des travaux, autant aller dans un endroit qui était beaucoup plus passant pour moi. Alors Pierre, est-ce que cette concession ici, Renneville Moto à Villemomble, est aux normes Honda? Elle est aux normes, et même plus qu'aux normes, puisque Pascal nous a fait, comme à son habitude, hériter de la compétition, les choses en grand. Donc il est parti sur un standard de représentation de marque argent, donc, qui passe par différents éléments à la fois de mobilier, de PLV, etc. Il y a quoi? Or, argent, bronze, non? C'est pas ça? Voilà, dans l'ordre inverse, bronze, argent, or, exactement. Argent, c'est le standard qui est le plus en vigueur dans le réseau. Quand on part sur des constructions comme ça ou des bâtiments relativement récents qui ont déjà une bonne infrastructure, on part généralement sur un standard argent. Quel type de motos se vendent ici? Tu me parlais de plus de la moitié de scooters qui étaient écoulés. On est en ville, hein.
périphérie urbaine par rapport urbaine. à Paris, ça doit être du commuting comme on appelle. Oui, aujourd'hui, on était jusqu'à présent à 50-50. Là, on va plutôt approcher les 60-40 en scooter. Sur l'Île-de-France, c'est vraiment principalement de l'utilitaire. Donc, alors, il y en a qui essayent de joindre l'utile à l'agréable, en essayant qu'une moto classique devienne une utilitaire, mais après sur des problèmes de rangement, de casque, de fringues de pluie, quoi que ce soit, ils ont besoin plutôt d'un scooter. Alors on essaye maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui essayent d'avoir les deux. Donc ce qui n'est pas plus mal pour nous, quoi. Alors la gamme, on va en reparler tout de suite parce que je vois qu'il y a 2 CB 1000R qui nous accueillent dès qu'on franchit le seuil de la porte, les nouvelles CB 1000R. Et justement, notre essayeur, Johan Genouvrier de Génération Moto, en a testé une lors de la présentation. On regarde ça tout de suite. Alors on connaissait le Café Racer, on connaissait le Néo Rétro, on connaissait le Roadster de caractère, mais Honda a fait mieux avec son nouveau CB 1000R. Il a créé le Néo Sport Café. Alors c'est tout un concept. Vous prenez le CB 1000R comme on l'avait auparavant, à peu près de là jusque là, c'est-à-dire un bon gros 4 cylindres, un cadre assez compact. Vous lui rajoutez une petite touche de vintage comme il faut et vous obtenez cette magnifique machine qui reste un roadster de caractère, mais avec quelques touches néo-rétro. Le travail a surtout été effectué au niveau du poids. L'ensemble complet de la machine perd 12 kg par rapport à l'ancien CB 1000R, c'est énorme. Et rien que l'échappement fait perdre près de 4 kg. Au cœur de ce cadre, on a toujours le 4 cylindres en ligne, le 4 pattes bien puissant du CB 1000R, mais il a été reboosté. On a des nouveaux pistons forgés, on a une nouvelle admission, on a un nouvel échappement, le tout pour que tout respire un peu mieux, et on atteint maintenant 140 chevaux. Autant dire que le néo-rétro n'est plus si rétro que ça. La partie cycle est assurée à l'avant par une fourche Showa entièrement réglable et à l'arrière par un amortisseur réglable en précharge et en détente. Tout ça travaille de concert parfaitement. Le cadre ne bouge pas d'un poil. Au début, on est un peu déstabilisé parce que l'angle de chasse est plutôt fermé. Le guidon étant assez étroit, on a du mal un peu à trouver ses repères. Mais après quelques kilomètres sur les petites routes, on se fait très vite à la machine. D'autant qu'on est aidé par une grande nouveauté, un système complet qui permet de gérer le traction control, l'ouverture des gaz et le frein moteur. Un système complexe que l'on commande directement depuis le Komodo et auquel on accède sur l'écran digital. On n'aura pas les vieux cadrans avec la toquante qui plaira aux hipsters, désolé. À la place, on a ça. Un magnifique écran digital qui regroupe toutes les informations, le rapport engagé, le régime moteur, toutes les infos habituelles, mais aussi et surtout les modes. On a le mode Rain, le mode standard, le mode sport et le plus sympathique, le mode user, c'est-à-dire un mode personnalisé. Chacun travaille sur 3 choses en même temps, la puissance moteur, le traction control et le frein moteur. On a eu la chance de l'essayer sur le circuit d'Ascari, qui est un circuit assez mouvementé avec des bosses, des paraboles, des grands virages, des virages secs. Alors à la conduite, cette machine est vraiment surprenante. Au début, on s'attend à un roadster un peu viril ou à une machine carrément rétro, mais c'est aucun des deux. La selle est légèrement haute. Pour les grands gabarits comme moi, c'est intéressant, mais c'est pas déstabilisant pour les plus petits. On a la place pour ses jambes, l'ergonomie est vraiment parfaite. Même si le guidon peut paraître un peu étroit au début, on est vraiment bien. Dans les enchaînements de virages, la machine ne bronche pas, elle est imperturbable. La machine n'est jamais prise en défaut. Et le freinage, assuré par les disques de 320 mm, ne dénote pas une seule fois. Il y a du mordant, du mordant, du mordant, et en dernier recours, un ABS qui fait vraiment l'affaire. Alors à l'usage, c'est pas compliqué, c'est une moto qu'on peut utiliser au quotidien, en balade, elle peut tout faire. On sera un peu limité en autoroute parce qu'il n'y a aucune protection, mais c'est pas le principe. La version qu'on a pu essayer, c'est la version supérieure, c'est-à-dire qu'elle dispose d'un shifter up and down, donc passage de rapport supérieur et inférieur, sans toucher à l'embrayage. Un régal, il est hyper bien réglé, il permet d'exploiter le moteur au maximum. Des poignées chauffantes, ça peut toujours servir. Et un habillage avec le capotage de phare et un magnifique capot de selle. Ce modèle-là sort à 1 500 € de plus que le modèle classique. Donc on est à 14 999 € et le modèle de base est à 13 200 €.
Honda a réussi à créer une machine qui est à la fois sur le segment rétro et sur le segment du roadster de caractère. Du style, du plaisir et suffisamment de maniabilité pour se faire plaisir, quelle que soit la situation. Alors voilà, Johan nous a dit tout le bien qu'il pensait de cette nouvelle CB 1000R. Comment elle est accueillie par les clients, Pascal? Ils sont agréablement surpris parce qu'aujourd'hui la mode c'est vraiment le néo-rétro. Ouais, néo-rétro, même futuriste un peu oui, dans ce cas-là. Complètement. On a vraiment un très très bon retour. Bon, maintenant il faut que les choses bougent un peu, mais franchement on a un bon ressenti des clients. Parce que c'est pas la première CB1000 qui ressort, hein. Il y en a eu quelques-unes. Il y en a eu, mais là vraiment, elle a vraiment été quand même relativement transformée. Oui, grâce à l'abandon des 100 chevaux, ça permet d'avoir un moteur qui commence à être vraiment très très intéressant et qui va vraisemblablement plaire aux clients quand ils l'essayent, quand ils ont la possibilité, parce qu'ils ont la possibilité chez nous de l'essayer, comme dans toutes les concessions Honda d'ailleurs. Alors la gamme, on va en reparler tout de suite dans les tops et les flops. On passe à la rubrique Top Flop. Suzuki France vous donne rendez-vous les 20 et 21 juillet au pôle mécanique d'Alès pour une plongée dans l'univers Suzuki. Des stars, du show, des essais, 2 jours de passion, de convivialité et de fête. Le Suzuki Festival, on compte sur vous. Les tops, les flops. Le premier top, Eric, tu vas parler de la gamme et d'une nouveauté qui arrive cet été. Oui, alors c'est une nouveauté anecdotique mais qui est symbolique, c'est le retour du Monkey. Donc, alors c'est vrai que c'est on va dire un 2 roues ludique qui va certainement beaucoup marcher sur les bords de mer. Qu'est-ce que vous en attendez du côté de chez Honda? Alors en termes de volume, je ne vais pas communiquer là les chiffres puisque ce n'est pas spécialement mon rôle. Et là, je crois que Fabrice d'ailleurs s'est déjà exprimé dans l'émission sur le sujet en termes de volume haute. Mais c'est sûr que déjà d'un point de vue image, c'est le retour de modèles iconiques. Et on en attend effectivement un succès assez important, notamment, comme tu l'as dit Eric, sur c'est pas vraiment un 2 roues qui a une utilité en soi, c'est vraiment le côté fun. Et c'est aussi ça qu'on aime chez Honda, c'est développer des produits fun pour tout type de clientèle et le retour d'un produit iconique. Alors c'est pas tout à fait ton segment, mais ça fait penser, on n'est pas loin de DAP, mais ça pourrait faire penser aussi au retour du DAX. Parce que le DAX, ça a été quand même quelque chose d'iconique aussi dans la gamme. Super Cube, le Super Cube, oui, qui va ressembler vraiment aux engins qu'on a connus il y a pas mal d'années. Et alors je pense que pour parler du Monkey, je pense que c'est vraiment, ça concerne surtout l'image. Et puis peut-être qu'on en verra d'ailleurs dans les paddocks. Parce que ça, des DAX, on envoyait un sacré. Ouais, mais c'est cher. Là, il est cher. Il va être à 5300 et quelques, je crois. Alors, écoutez, moi, je n'ai pas la confirmation du prix de manière exacte. C'est Monkey Business. Donc, mais c'est vrai qu'il l'annonce parce que, avec toutes les évolutions, l'ABS, comment il n'y aura pas de clé, ça sera un transpondeur. Donc, avec toute la nouvelle technologie aujourd'hui, c'est vrai que ça fait monter le prix. Alors, le deuxième top, on parlait de prix. La moto annoncée comme la plus chère du monde, c'est une Harley Davidson. Pas d'étonnement, constellé de diamants, il y a pas moins de 360 diamants sur cette Harley Davidson. On est dans le bling bling le plus absolu. Ça a été fait pour un horloger suisse, évidemment, Bucherer, sur la base d'une Softail Slim S. Il y a des coffres-forts dans le réservoir qui contiennent des bagues, une montre unique. Voilà, aucune utilité, mais une couleur bleue, un traitement de couleur bleue vraiment sympa. Après, voilà, c'est un exercice de style, comme on a vu quelques fois chez Yamaha avec Hermès, etc. Eric Dessen pourrait en parler. C'est un exercice de style, 1 300 000, je crois, à peu près. Exactement, plus d'1 million d'euros. Ouais, voilà. Ouais. Bon, après, c'est relativement correct pour une moto, pour un engin, puisque par exemple, dans une Bentley, vous avez une montre qui vaut en option 200 ou 250 000 euros. Donc, une Harley à 1 300 000, c'est presque raisonnable. Bon, on l'a rangé quand même dans les tops parce que c'est marrant de voir un peu du luxe. Le luxe, c'est un secteur que certains, comme Midual, ont décidé d'investir.
Ouais, voilà. Après, c'est un positionnement. Donc, et même dans l'univers du luxe, on sait aussi que la moto inspire aussi pas mal, que ce soit sur les collections de prêt-à-porter, enfin pas de prêt-à-porter, mais de haute couture, parce que si on dit du luxe et du prêt-à-porter, ça va être un peu dissonant. Mais voilà, donc c'est bien. Et puis quelque part, ça profite aussi à la moto. Donc il faut bien s'en réjouir. Pour l'image surtout. Ouais, c'est pour l'image, ouais. Et il y a une autre marque qui fait des motos un peu particulières, c'est Confederate, la célèbre marque US qui a changé de nom. C'est devenu Curtis. Confederate, c'est vrai que c'était un peu embarrassant. Surtout aux États-Unis. On va dire que c'est clivant. Voilà, et puis dans le Elle contexte... était orange avec des bandes bleues et avec des étoiles, non? Non, c'était pas General Lee, mais bon, le nom Confederate était gênant à l'occasion de la revente de la marque après 25 ans de travail sur des motos un peu incroyables. Eh bien, ça a été revendu, c'est devenu Curtis et on ne change pas tout à fait d'univers parce que la Curtis, elle va être la moto du prochain film Judge Dredd. Voilà, il y avait l'ancienne moto qui s'appelait la P51 Combat Fighter. Cette fois, ce sera la moto de Judge Dredd et, important, il passe à l'électrique. Voilà, donc, c'est bizarre qu'ils n'aient pas passé un accord avec Harley parce que ça aurait été presque parfait dans ce cas-là. Voilà, donc on va passer au flop avec encore et toujours les radars embarqués confiés à des sociétés privées. J'en dis pas plus, vous en pensez quoi? Voilà. C'est un sujet qui est très, très sensible. Je veux dire aujourd'hui, surtout par rapport à où on sait que la moto perd quand même des ventes à cause de la répression, et donc ça va pas arranger les choses par rapport à ça. Moi, j'en pense vraiment pas vraiment des bonnes choses. Je pense que il y a vraiment trop de répression. Je pense qu'il y a d'autres solutions pour que les gens aillent moins vite ou alors soient plus raisonnables, je ne sais pas, mais je pense que c'est plus une histoire d'argent que de prévention. Alors peut-être que la sécurité routière dans 20 ans nous fera passer nos propos pour des propos d'arriérés mentaux, comme le spot qu'on voit tourner en ce moment avec des propos de personnes des années 70, un peu sortis du contexte, évidemment. Ils mettent en parallèle le port de la ceinture, les gens qui étaient réfractaires à ça. Et pour faire passer le 80 km/h, on trouve ça proprement indécent, honteux. Et puis bon, tant qu'à sortir les choses du contexte, on peut y aller. On va reprendre des images des années 70. Voilà, exactement. Donc après, on peut faire passer n'importe quel message en prenant des morceaux de phrases. Donc à partir de là, effectivement, le spot est orienté. Maintenant, concrètement, on le sait. Pourquoi? Parce qu'en baissant de 90 à 80, ça fait un pourcentage et qu'on part sur un calcul simple avec la réduction du pourcentage de la vitesse. Ça donne normalement un chiffre de décès en moins, mais c'est pas comme ça que ça marche. De là faire passer les gens pour des idiots. Ça donne surtout un pourcentage d'amende en plus et de recettes supplémentaires. Voilà. Alors on reste dans la même thématique. Le maire de Naujac-sur-Mer, Jean-Bernard Dufour, fait de la résistance, mais il subit de grosses pressions. Puisque c'est lui qui voulait interdire les radars embarqués, c'est ça? Voilà, il a pris un décret municipal en disant que sur sa commune, les véhicules équipés de radars embarqués étaient interdits, dans la mesure où ces radars sont confiés maintenant à des sociétés privées et qu'il partait du principe que se référant sur un texte du code de la route en disant que toute personne qui est équipée d'un écran supplémentaire qui n'aide pas à la circulation ou à la navigation, donc un écran GPS, eh bien était en contravention, était hors la loi, entre guillemets. Donc il est parti de ce texte de loi du code de la route et il a beaucoup de pression des pouvoirs publics, de la préfecture pour dire que son arrêté n'est pas valable. En attendant, voilà, quoi, on trouve encore une fois tous les prétextes pour faire pression. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui. On en garde un peu pour la prochaine. Oh bah ça devrait pas manquer, de toute façon on en aura forcément à dire. Et on va se calmer avec la rubrique de Valentin qui va nous parler d'un tout autre système dans sa rubrique Technoshop. Pour cet épisode, je vous ai déniché une nouveauté à faire pâlir d'envie Adrien et sa rubrique Bike Gaming, j'ai nommé le Lean GP. Il s'agit ni plus ni moins d'un simulateur grandeur nature pour s'immerger à 100% dans les jeux de moto, un peu comme dans les salles d'arcade, mais cette fois-ci pour votre salon. C'est un projet qui nous vient d'Espagne, de Valence exactement, pas très étonnant,
et il se connecte avec quasiment tous les appareils électroniques, c'est-à-dire PC, console, smartphone et même casque de réalité virtuelle. Côté look, on a grosso modo affaire à une moto à laquelle on aurait retiré ses trains roulants, donc ça ne devrait pas être trop dépaysant niveau sensation une fois installé dessus. Il est totalement personnalisable esthétiquement et paramétrable en fonction de votre taille et de votre poids. Niveau encombrement, comptez une quarantaine de kilos pour l'ensemble, entièrement démontable. En résumé, ce Line GP, c'est l'accessoire idéal pour travailler son déhanché et faire l'intérieur à Marquez sans risque, puisque le catalogue de jeux compatibles devrait être assez fourni, avec des titres phares comme TT Isle of Man et surtout Ride 3 et MotoGP 18 qui sortiront prochainement. Financé via une campagne de Kickstarter, le Line GP vient tout juste d'entrer dans sa phase de commercialisation, il est disponible sur leur site, avec un prix situé aux alentours de 1 300 €. Alors clairement pas donné, mais au final plus abordable que tous les autres simulateurs du marché. Le débrief sport avec deux pilotes qui ont roulé Honda. Encore Greg, tu roules toujours Honda. Grégory Leblanc est avec nous. Salut David, salut Eric. Et Hugo Marchand également. Bonjour à tous. Salut Hugo. Vous avez roulé tous les deux, on en parlait juste avant le tournage, vous avez roulé tous les deux en Grand Prix, l'un contre l'autre. Oui, c'est ça, mes premières années de Grand Prix en 2004 et 2005. Hugo, ça faisait déjà 1 an ou 2 qu'il roulait, mais j'ai pris la succession en équipe de France une fois qu'il est parti en Grand Prix. D'accord, Hugo, tu t'en souviens un peu de Greg ? Oui, je me souviens très bien. Donc, il a fini les Grands Prix. Non, quand moi je suis parti, lui il roulait encore. Donc, ça s'est terminé en 2004, je crois. 2005 ? Ouais. D'accord. Greg, tu es un pilote soutenu par Honda Rennville. En quoi ça consiste exactement le soutien qu'il t'apporte ? Voilà, déjà sur l'aspect sportif, on s'entend plutôt bien. Après, c'est sûr qu'il m'aide un petit peu financièrement pour pouvoir tout simplement payer mes déplacements ou pouvoir me rendre sur les circuits, parce que c'est pas, voilà, mine de rien, ça coûte quand même un peu d'argent. Et puis on a trouvé une association ensemble qui se passe plutôt bien. Et pour le moment, on a des bons résultats. Et j'espère que ça continue encore comme ça quelques années. Donc là, toi, tu roules dans le team Honda Racing. C'est un team, c'est la 111, la fameuse 111. C'est un team soutenu par Honda Angleterre, c'est ça ? C'est ça. Nous, en fait, on est, il y a deux entités. Voilà, il y a Honda Europe et Honda Angleterre. Donc le team 111. Et après, vous avez la Honda Japon et Honda France, la numéro 5. D'accord, ça va, vous entendez bien entre lui et l'autre, il y a un peu de compétition interne. Forcément, le but c'est de finir devant l'autre Honda. Malheureusement, ça fait 2 fois de suite qu'il finit juste devant nous à chaque fois. Mais bon, ça fait partie du sport, ça se passe plutôt bien. Pour la marque, c'est super d'avoir 2 Honda revenir aux avant-postes. Et voilà, on a un bon package et voilà, on est encore en lice pour le championnat et c'est plutôt bien pour la marque. Doublé aux 24 heures du Mans, la 5 puis la 111 et puis il y a Oschersleben. Ouais. Il y a Oschersleben ce week-end. En Slovaquie, ils ont fait 3 et 4. Donc il y a 15 points par rapport à la FCC pour Grégory de retard, 14 points par rapport au GMT 94. Donc Oschersleben, là, dans une semaine, ça va être vraiment décisif. Il ne faudra pas se rater. Ouais, c'est sûr qu'il ne faudra pas se rater. On va dire que le premier qui va commettre une erreur sera éliminé du titre, même si derrière il y a encore Suzuka. Mais on sait que Suzuka, c'est particulier. Pour aller marquer des gros points, c'est assez compliqué pour les teams européens. C'est sûr que là-dessus, la FCC a un avantage étant un team japonais et bénéficiant de pneumatiques spéciaux pour cette course. Mais bon, moi je suis pas inquiet. Voilà, on a encore cette course d'Allemagne. Il peut se passer plein de choses. Il y a encore 16 heures de course au total entre l'Allemagne et le Japon. Et on a vu qu'il peut arriver tellement de trucs en endurance. Donc le but c'est de pousser au maximum. Et on fera ce qu'on fera et on n'aura pas de regrets. Hugo, toi tu as roulé aussi Honda. Tu étais chez National Moto. En endurance, tu as fait des Grands Prix, mais aussi de l'endurance. Voilà, donc moi, j'ai pas roulé Honda en Grand Prix, mais par contre, j'étais Honda quand je faisais le championnat de France en 125 Open. Après, en équipe de France, évidemment. Ouais. Et après, j'ai roulé pendant des années Honda, parce que je suis pilote de développement pour Michelin. Donc, on roule sur des Honda et Michelin avait fait un team, en fait, pour développer les pneus en endurance, le MPRT. Il y avait aussi une course de MotoGP ce week-end. C'était le Grand Prix d'Italie et c'est Michel Turcot, l'envoyé spécial de Moto Revue, qui nous fait un débrief de cette course au Mugello. Alors Lorenzo, ça y est, il a gagné avec Ducati, ce que Rossi n'avait jamais réussi à faire en 2 saisons. L'an dernier, il avait fait 3 podiums avec la Ducati.
Cette année, il avait du mal à y arriver. Et puis voilà, le premier podium, c'est une victoire au Mugello, en plus sur les terres italiennes. Donc on peut comprendre la joie qui était la sienne à l'arrivée. Il était bien aux essais, il part en première ligne. Il arrive à prendre le meilleur départ et il fait du Lorenzo. Il fait ses belles trajectoires, il s'en va tout seul devant et personne ne va le rattraper. Donc les problèmes des adversaires de Lorenzo, on va dire, tempèrent un petit peu son succès. Néanmoins, il a fait une superbe course. Il fait tous les tours en 48, sauf les 3 derniers où il fait 49 et après en 50. Mais il avait 6 secondes d'avance, donc il a géré. Chapeau, rien à dire, beau succès. Une autre explication au succès de Lorenzo, en tout cas c'est lui qui l'explique comme ça, c'est qu'il a reçu pour cette course un nouveau réservoir. Depuis l'an dernier, il se plaignait beaucoup de la position qu'il avait sur la moto. Il avait du mal à tenir sa moto sur les phases de freinage. On le sait, la Ducati c'est une moto physique. Et il a dit si on m'avait écouté, si j'avais pu avoir ce réservoir plus tôt, je suis sûr que mes résultats auraient été meilleurs. Alors bien évidemment, c'est pour lui une façon de se venger un petit peu des critiques qu'il a reçues et du fait aussi qu'il ne sera pas reconduit chez Ducati l'année prochaine. Alors aussi, le week-end magnifique devant son public. On a vu à l'arrivée des milliers de personnes envahir la piste pour l'acclamer, pour le saluer, des fumigènes jaunes au départ, pendant la course, à la fin. C'était vraiment la fête à Rossi, même s'il n'a pas gagné. La pole, c'est magnifique. Sa dernière, elle remontait au Japon en 2016. Il a 39 ans et 106 jours samedi dernier. Enfin, il avait 39 ans et 106 jours samedi dernier. C'est la 65e pole de sa carrière. La 55e en MotoGP, 65 pôles, il a fait plus de 40 000 km en course depuis ses débuts en Grand Prix en 96, c'est-à-dire la circonférence de la Terre. Et il est depuis dimanche dernier le premier pilote à dépasser le cap des 5000 points marqués en classe Rennes. Donc voilà, il continue à écrire l'histoire et c'est le Peter Pan du MotoGP, on l'a dit. Donc voilà, c'est juste colossal. Week-end très difficile même pour Johan, même s'il termine 10e, c'est son plus mauvais résultat de la saison, si on ne tient pas compte bien évidemment de sa chute au Mans. L'an dernier, il avait terminé 7e au Mugello, après sa 2e place du Mans. Donc tout ça pour dire que c'est un circuit où il a toujours eu du mal. La première journée était pas trop mal, par contre le deuxième jour il s'est mis en court-circuit dès le matin, on l'a vu se mettre en colère après son équipe en disant que rien n'allait, que c'était impossible pour lui de faire quelque chose avec une moto qui fonctionnait comme ça, c'est-à-dire une moto qui manquait pas mal de grip. Tous les pilotes ont eu des difficultés, on a vu Marquez tomber, il s'est fait un petit peu remonter les bretelles par Laurent Felon. Je pense qu'Hervé Poncharal lui aussi lui a rappelé que c'était une saison, il fallait gérer les temps forts, les temps faibles, que tous les pilotes ont des hauts et des bas. Là, il va aller à Barcelone. Ça sera aussi un circuit compliqué parce qu'il y a une longue ligne droite et encore une fois, Johan n'a pas le même moteur que Vinales et Rossi, il ne faut pas l'oublier. Il faut qu'il ne vise pas forcément la victoire s'il ne peut pas l'atteindre. Alors c'est vrai qu'on sent qu'il se met un petit peu la pression par rapport à cette victoire. Il veut gagner, il sait que l'année prochaine avec la KTM, ça sera plus compliqué pour y arriver. Cette victoire, elle va arriver, tout le monde en est certain, tout le monde est confiant par rapport à ça. Il faut qu'il fasse du Zarco comme il sait le faire, retrouver sa zénitude et ça va marcher. Le Grand Prix du Mugello par Michel Turco, l'incontournable Michel Turco. Le MotoGP, toute l'actualité du MotoGP, le fait que Marquez, on est chez Honda, le fait que Zarco ait choisi KTM plutôt que Honda, ne pas aller, comme disait Laurent Felon, c'est pas une bonne chose d'être le coéquipier de Marquez. T'en penses quoi, toi, Greg ? Après, je ne suis pas à sa place. Moi, si j'avais eu le choix, je serais parti chez Honda. Après, pas parce que je roule chez Honda, mais parce que c'est vrai que le team Honda Repsol reste pour moi le team de référence et le meilleur team, un peu à l'image du CERT. Quand on est en endurance, tout le monde veut y passer un jour. Ça fait partie des traditions, on va dire. Toi, tu es recordman sans être passé au CERT. C'est ça. Peut-être un jour, on verra. Mais pour le moment, je suis très bien chez Honda. Non, mais revenons à notre sujet. Voilà, après, on n'est pas dans les discussions. Voilà, moi, j'aurais été avec Marquez, mais je pense que sur la KTM, ça peut être compliqué. Mais après, Johan nous a montré qu'il était très fort et il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. Mais c'est sûr que
la tâche ça devait être un peu plus compliqué que sur une Honda qui montre déjà des performances. Et toi Hugo, est-ce que tu penses que coéquipier de Marquez, ça peut être effectivement, comme le dit Laurent Felon, bloquant? Pour un pilote comme Johan, je pense pas. Je pense pas. Après, à mon avis, je connais pas Johan, hein, mais son choix, il est tout simplement qu'il veut travailler dans une direction et prendre ses propres choix. Que chez Honda, en tant que coéquipier de Marquez, ça aurait été très difficile. On va rester sur Johan Zarco avec Eric Communier qui était à Varano pour un événement classique et qui a rencontré Giacomo Agostini qui nous a parlé de Johan Zarco. Il y a Giacomo Agostini qui roule dans le Yamaha Historic Racing Team d'Hubert Regal et on écoute Giacomo au sujet de Zarco. Voici en Italie, à Varano di Migliare. C'est un événement important du calendrier classique européen. Alors, Giacomo va rouler avec sa OW31 de 79 et Steve Baker va rouler avec la 750 OW31 de 78. C'était une très belle moto, très vite. Il n'était pas fragile comme les autres. C'était un 4 cylindres. Oui, j'ai fait une bonne saison. J'ai gagné Daytona avec la 700. Et j'ai gagné aussi la dernière course avec la 750 à Hockenheim. L'évolution de la moto et de la sécurité, c'était fantastique parce que à mon temps, on n'avait pas de protection, le circuit c'était très dangereux. Aujourd'hui tu as tout. Tu as le circuit que tu peux tomber. Le casque, l'airbag, le fait d'Inez a fait un airbag fantastique. Le moto qui ne casse pas, le moto ne s'arrête pas. C'est pas comme à mon temps que beaucoup de motos se cassaient l'huile dans le pneu ou dans la piste. Aujourd'hui, vous regardez les courses, les MotoGP ou toutes les courses qui est fait maintenant, beaucoup de monde il tombe et ne se fait rien. Ça c'est bien, la sécurité c'est une chose fantastique. Zarco il est fantastique. Je pensais qu'il était un bon pilote quand il a gagné dans la Moto 2. Mais je ne pensais pas qu'il faisait des résultats très vite comme il l'a fait. C'est le plus vite pilote chez Yamaha aujourd'hui. Justement, son passage, il vient de signer chez KTM. Est-ce que c'est pas une erreur pour toi? Tu ne peux pas se voir maintenant. Écoute, Yamaha c'est une grande usine et maintenant il fait de bons résultats. Il faut voir KTM, c'est le développement de la moto, il est bien ou pas. C'est parce que tu sais, dans les courses, c'est très important les pilotes, mais c'est très important aussi la moto. Et Yamaha, c'est une moto c'est une usine qui a beaucoup d'expérience. Il a eu du courage parce qu'il a laissé une belle moto pour aller chez KTM, que peut-être il peut devenir une bonne moto. Mais pour le moment, il faut encore développer. Il faut attendre. Merci Eric pour ces précieuses paroles de Giacomo Agostini. On rappelle que c'est le recordman absolu des titres mondiaux en Grand Prix. Et on regarde tout de suite, avant de passer au débat, le Garage Prod. Nous sommes allés jusqu'en Grèce pour trouver une réalisation sur base de KTM RC8R. Les préparateurs se nomment Dino et Mario Nicolaidis, père et fils, qui possèdent un business de filtre à air, DNA Filters. Il se trouve que tous les deux sont ingénieurs spécialisés dans les sports mécaniques. Grâce à l'aide de la marine grecque, ils nous offrent un superbe clip qui met en valeur leur projet DCR 017. Et quand ils font une réalisation, le filtre à air est bien évidemment au cœur de la machine. Le filtre à air prend donc une place centrale, un peu à la manière des muscle cars américains. Et ce modèle, bien rouge, bien visible, est adapté d'un modèle étudié pour une KTM 990 Super Duke. Cette fois, ce n'est plus le
V-twin de 990 cm3, mais le 1190 cm3 du moteur LC8. Il a fallu 2 mois au père et au fils pour s'accorder sur le design. En tout, 400 heures ont été nécessaires à Dino et à Mario pour réaliser cette bombe de 186 chevaux pour seulement 162 kg que l'échappement à Krapovic MotoGP met évidemment en valeur. Et on passe au débat. Vous restez avec nous, messieurs. On va parler de stage de pilotage et de perfectionnement à la conduite. C'est maintenant notre débat. Apprendre à piloter permet-il de mieux conduire? On a notre idée sur la question. On reste avec Grégory Leblanc et Hugo Marchand qui tous les deux sont instructeurs dans des stages de pilotage notamment. Mais on va y voir un peu plus clair avec toi, avec Jérôme Pat qui nous a rejoint. Salut Jérôme. Salut David. Donc ce qu'il faut savoir concernant les stages, on va dire qu'il y a 3 catégories. Il y a dans un premier temps donc les journées de roulage. Donc là, il n'y a pas d'encadrement. Chacun vient avec sa moto. À noter à ce sujet que l'assureur AMV propose pour ses sociétaires de pouvoir rouler sur circuit dans le cadre de journées de roulage à partir du moment où la moto n'est pas retouchée. C'est-à-dire qu'on roule avec... Que ce soit des motos d'origine. Absolument. Donc ça, c'est le premier niveau. Après, donc, il y a les stages de perfectionnement où là, donc, on va être plutôt sur des prix... comme pour les stages de pilotage, on va être sur des prix aux alentours de 250 € la journée. Et en fait, la différence entre les stages de perfectionnement et les stages de pilotage, c'est l'encadrement. Alors, tu l'as précisé, en fait, tout dépend du nombre d'encadrants et surtout de la qualité de ces encadrants. Il est évident qu'on a sur les cours de pilotage des pilotes de renom et ça a un prix. Donc Jérôme, les tarifs sont un peu similaires entre les écoles? C'est ça. Grosso modo, il faut compter entre 220 et on va dire 250 pour fourchette large pour une journée de stage. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que la facture peut monter assez vite puisqu'après, donc, toutes les écoles proposent des options, que ce soit la vidéo, les débriefings, également le niveau d'encadrement. C'est vrai que ça coûte plus cher d'avoir un encadrant pour 2 pilotes que pour 20. Donc voilà, donc les tarifs fluctuent quand même pas mal. D'accord. Et alors, ces stages, j'imagine qu'on conduit mieux, on en reparlera tout à l'heure, mais est-ce que ça donne lieu à des réductions de primes d'assurance? Paradoxalement, on parle de stages de perfectionnement, donc normalement, après avoir suivi ces stages, on doit être meilleur pilote que quand on l'a commencé. Oui, mais la route, c'est pas du pilotage. Alors, c'est un peu le problème, c'est que effectivement, les assureurs sont assez frileux dans le sens où ils n'arrivent pas à faire de relation entre stage de perfectionnement et baisse de l'accidentologie. À noter par exemple que la question n'est pas posée par exemple quand on veut souscrire un contrat d'assurance. Alors il y a un assureur qui a joué le jeu mais de façon commerciale et un peu, non pas biaisée mais un peu différente, c'est la Mutuelle des motards qui en fait via une structure qui s'appelle l'AFMD, l'association de l'AFDM, l'association de formation des motards qui donc dans le cadre d'un stage de 2 jours qui coûte environ 450 € et qui, au travers d'écoles de pilotage spécialisées, sélectionnées, permet d'avoir une réduction de 20% de sa prime d'assurance. Mais ça devrait quasiment être remboursé intégralement. Moi, je trouve ça complètement aberrant. Nous, en stage de pilotage, chez Riding Sensation, on a énormément de débutants, donc de personnes qui viennent découvrir la piste chez nous, qui n'ont jamais fait de piste, qui sont des motards depuis 10 ans, 20 ans, des fois qui viennent de passer le permis, et qui font la démarche de venir faire un stage justement avant de venir rouler sur circuit. Ils viennent faire un stage pour directement avoir les bonnes bases et justement cette assurance de faire les choses correctement. Et vous estimez tous les deux que quelqu'un qui vient faire un stage de pilotage, il ressort, il conduit mieux? Je ne parle pas de pilotage. C'est sûr et certain. De toute façon, il va être sur la route, il va être plus concentré parce qu'il va mieux maîtriser sa machine, donc il va être plus alerte au moindre danger qui peut se passer sur la route. Et c'est ça le problème de la route, c'est de réussir à être bien à l'affût pour anticiper un petit peu tous les dangers qu'il y a. Merci Jérôme, merci pour toutes ces précisions. Merci David. On va faire revenir Eric Sélis pour continuer le débat. Merci. Alors Eric, on a écouté Jérôme qui nous a décrit un peu les différentes formules. Il est arrivé? Ouais, il y a pas mal... Notez. Il y a pas mal d'écoles de pilotage. Est-ce qu'elles fonctionnent toutes très bien?
ces écoles? Est-ce qu'elles fonctionnent toutes très bien? Je ne les connais pas toutes, mais enfin bon, on connaît ce que fait William Coste, normalement. BMC, on a 4G. Il y a 4G avec les Bernard Garcia notamment. H2S, on en a H2S, parlé. Il y a donc Dominique Saron. Trajectoire GP, il y a l'ACO. Il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup d'écoles et de Radigues aussi. De Radigues fait ça aussi, donc ça veut dire que s'il y a autant de monde sur le marché, c'est qu'il y a quelque part un besoin. Donc après, est-ce qu'elles marchent toutes pareilles? Est-ce qu'elles sont toutes du même niveau? Ça, c'est un autre débat. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce sont toutes, on en a parlé, on a cité des pilotes et chaque école, chaque structure a recours à des pilotes. Même First on Track fait rouler des pilotes, il fait venir Charpentier, Jean-Michel Bayle. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des pilotes pour enseigner à des débutants, pourquoi pas, de rouler sur circuit? Non, pas forcément, parce que tu peux être très bon pilote et pas forcément bon pédagogue. Mais c'est vrai que pour l'image d'une école, c'est toujours plus attrayant d'avoir un pilote de renom. Tout simplement comme quand tu vas à la salle de sport. Si ton prof de sport s'entretient pas, fait jamais de sport, tu vas être un peu moins crédible. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin d'être un pilote qui a gagné les 24 heures du Mans pour être un très bon pédagogue. Vous faites tous les deux partie de Riding Sensation, c'est ça? C'est une école, c'est des journées de roulage. Quelle est la spécificité, Hugo, de Riding Sensation? Alors, Riding Sensation, c'est un peu les deux à la fois. Donc, on a monté ça avec Laurie Frémy en 2012 déjà. Donc, nous, notre objectif, c'était vraiment d'essayer de partager notre passion et de rendre un peu accessible ce sport qui ne l'est pas du tout aux yeux de tout le monde. Donc c'est vrai que c'est pas comme le footing, il faut déjà à la base avoir beaucoup de matériel, c'est un sport qui coûte de l'argent et pas sans risque non plus. Donc on essaye justement d'amener un petit peu, de changer cette mentalité et que le motard de tous les jours, il puisse se dire tiens, je vais sur circuit rouler. Donc que ce soit en journée de roulage ou en stage de pilotage, nous on essaye toujours de conseiller au maximum parce que les gens, le problème il est là. Vous les emmenez pas, vous n'en faites pas de futurs pilotes, c'est pas forcément ça. On peut parce que justement, ça c'est Laurie qui s'en est beaucoup occupé, donc on a une évolution du stage de pilotage avec le team Riding Sensation en promo sport. Greg il s'en occupe, il est impliqué dans le team, donc il suit des pilotes, des jeunes pilotes ou pas, qui ont envie de mettre le pied à la compétition, donc il le suit pendant tout le championnat promo sport. Mais tous ceux qui viennent chez Riding Sensation ne veulent pas nécessairement faire de la compétition. Les 3/4 ne veulent pas faire de compétition. Ils ont envie de découvrir le circuit, de pousser un petit peu leur machine dans les limites et surtout de se découvrir eux, je pense. C'est vraiment ça qui est capital, de maîtriser un petit peu mieux leur machine pour justement, encore une fois, être plus à l'aise sur la route pour les motards. Donc c'est quand même incroyable que les pouvoirs publics ne considèrent pas que c'est une réduction potentielle du nombre d'accidents. J'ai une petite explication, j'en ai discuté avec un assureur qui m'avait dit qu'ils avaient fait des tests, mais automobiles, et qu'ils avaient constaté que plus on sait conduire, plus on roule vite. Or, comme l'ennemi des pouvoirs publics, c'est la vitesse, plus que l'accidentologie encore, ils considéraient que c'était facteur d'accident que de savoir mieux conduire. Vous êtes sur cette ligne ? Non, pas du tout, parce qu'au final, plus on va vite, plus on maîtrise, entre guillemets. Et les 3/4 des personnes qui viennent sur nos journées de roulage ou nos stages, c'est surtout pour apprendre à maîtriser leur véhicule dans des circonstances extrêmes. Et sur le circuit, on peut se permettre de le faire, parce que si on se loupe, on va pas se faire mal, il n'y a pas une voiture qui va arriver en face. Et ça va pouvoir être transcrit sur la route. Et c'est surtout apprendre à maîtriser le véhicule plus qu'on le fait à l'auto-école. Voilà, on reste sur ces belles paroles. On vous remercie. Beau, non ? Merci beaucoup Eric. Merci Hugo. Merci Greg d'être venu ici. Avec plaisir. À Villemomble, chez Renneville Moto, chez Honda Renneville Moto. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission de Sans Concession. N'oubliez pas de liker notre page si vous êtes venu jusqu'ici dans l'émission. Ne repartez pas sans liker, sans partager et sans commenter notre émission. Ce serait sympa. Merci. À bientôt, à la semaine prochaine. Salut.
Assurer un deux roues, c'est facile. Assurer un motard, c'est notre histoire. Mutuelle des motards, liberté assurée. Rendez-vous sur mutueldesmotards.fr. La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro.